À tous et à toutes, je me présente Nadia Villeneuve, je suis coordonnatrice de la Fabrique. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille ce matin pour l'activité du mois de l'éducation ouverte, une programmation collective qui réunit des universités et organisations francophones autour d'un objectif commun, cultiver l'ouverture. Évidemment, ce thème nous invite à réfléchir sur la manière dont nous créons, dont nous partageons et transformons les savoirs. Il met en lumière l'importance des pratiques pédagogiques qui dépassent les frontières institutionnelles, disciplinaires et, vous le constaterez, géographiques avec notre panel de ce matin. L'éducation ouverte est d'abord un mouvement profondément humain, celui de tisser des liens, de reconnaître la diversité des parcours et de bâtir ensemble des communautés de pratiques où chacun et chacune peut contribuer. Aujourd'hui encore, nous aurons l'occasion d'explorer des perspectives inspirantes, d'échanger sur des initiatives concrètes et de découvrir des projets porteurs qui enrichissent la grande conversation mondiale sur l'éducation ouverte. Rien de moins, mesdames et messieurs. Je vous remercie sincèrement d'être ici pour apprendre, pour partager et surtout pour nourrir cette culture d'ouverture qui continue de prendre de l'ampleur grâce à vous. Je vous souhaite une excellente séance et je laisse chacun des panélistes se présenter ainsi que le contenu de leur séance d'aujourd'hui. Et je vous partage de nouveau la programmation complète du mois de l'éducation ouverte. Merci. Merci beaucoup Nadia de cette introduction. Donc bienvenue à toutes et tous dans ce webinaire sur le thème les ressources éducatives libres, comment les pratiques stimulent l'innovation. Donc j'aurai le plaisir d'animer les échanges. Je suis Anne-Catherine Bazeillac, je suis chef de projet éducation ouverte à Nantes Université et je pilote l'équipe de la Fabrique REL de Nantes Université. Alors, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir, pour développer ce thème, 3 acteurs engagés, experts de l'accompagnement en éducation ouverte, en provenance de 3 pays francophones, le Québec, la France et la Belgique. Je vous laisse vous présenter. Claude? Oui, bonjour tout le monde. Alors, Claude Potvin, je suis au Québec et puis donc je suis à la Fabrique REL, conseiller pédagogique depuis à peu près 5 ans à la Fabrique REL. Donc Fabrique REL Québec, je tiens à le préciser parce qu'on a 2 Fabriques REL aujourd'hui. Alors voilà, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Paul? Donc Paul Lyonnas, conseiller pédagogique éducation ouverte à Nantes Université. Voilà, j'ai intégré l'équipe il y a un peu plus presque un an et demi, pour ce projet innovant. Voilà, Sophie Depotter, conseillère pédagogique avec la charge de l'éducation ouverte parmi d'autres thématiques, en visite à Nantes, comme vous pouvez le constater. Donc, merci à tous les 3. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'explorer les pratiques autour des ressources éducatives libres sous un angle particulier qui est celui de l'innovation pédagogique. Parce qu'en effet, celles et ceux qui accompagnent les personnes qui créent ou partagent des REL, qu'ils soient d'ailleurs enseignants ou étudiants, ils ont remarqué que ce processus d'accompagnement, par sa méthodologie et ses principes directeurs, donne lieu, engendre des innovations pédagogiques. Et donc, on a trouvé intéressant d'explorer ça avec vous. Alors, nous aurons 3 temps ensemble. Dans un premier temps, chacun des acteurs va vous partager des cas concrets vécus où l'innovation pédagogique s'est révélée. Dans un deuxième temps, ils nous partageront les défis qu'ils ont pu rencontrer dans leur accompagnement et surtout, ce qui va être intéressant, les leviers activés pour surmonter ces défis. Et puis, dans un troisième temps, ils vous partageront des conseils pratiques pour vous, porteurs de projet, ou vous, accompagnateurs pédagogiques. Nous garderons un temps pour vos questions à l'issue de leur présentation. Pour votre information aussi, l'ensemble du webinaire sera enregistré et disponible sur la chaîne YouTube de la Fabrique REL québécoise. Et puis, si vous avez par contre au fil des présentations, des questions d'éclaircissement, de compréhension de ce qui est partagé, n'hésitez pas en utilisant le chat ou le clavardage, ça dépend de quel côté de l'Atlantique on se situe, à lever la main pour poser votre question et puis on vous donnera la parole. Voilà. Donc, c'est à vous.
En fait, sur la première question, Anne-Catherine? Oui, alors la première question qu'on va aborder, le premier temps, c'est effectivement chacun partage son expérience, son vécu d'innovation pédagogique en éducation ouverte. Voilà, sur différents projets, c'est l'expérience, le vécu de chacun. Et donc, nous commençons par le Québec. Première question. Tu peux avancer le diaporama, Anne-Claire? Anne-Catherine? Alors, pourquoi il avance pas? Voilà, ça y est, ça Voilà, s'affiche. C'est le bon. Québec. Alors, voilà. Alors, donc, je vais vous parler de quatre projets dans lesquels il y a eu une certaine innovation pédagogique sous des aspects différents. La Fabrique Relge de Québec a sur à peu près 6 ans d'expérience dans les projets maintenant. Il y a eu près d'une soixantaine de projets. J'en ai sélectionné quatre. Le premier est le manuel d'écophysiologie évolutive. C'est un projet de l'Université Laval. L'innovation dans ce projet-là, bon, c'était sur la plateforme qui s'appelle Pressbooks. Une plateforme qu'on ne connaissait pas à l'époque, qui commence à être quand même assez populaire maintenant, un dérivé de WordPress. L'intérêt, c'est qu'il s'agit de manuels pédagogiques. Évidemment, les manuels d'aujourd'hui numériques ne sont plus les manuels d'antan. Ce n'est plus que du texte. Vous le voyez par les images que l'on voit qui sont intégrées à l'intérieur, dont texte, images sans problème, mais aussi des vidéos souvent qui sont intégrées à partir de YouTube. Et puis aussi des animations de type, le logiciel qui est utilisé ici, c'est H5P. Donc oui, c'est une intégration. Alors, il y a eu une innovation sur l'appropriation de cette plateforme-là et l'exploitation des possibilités de cette plateforme-là, qui est quand même intéressante, un dérivé de WordPress, je le disais tout à l'heure, je crois. Euh, Autre innovation dans ce projet-là, c'est qu'il y a eu une gestion de projet quand même importante. C'est un projet d'ampleur. On parle d'un manuel de 500-600 pages, l'équivalent, et puis donc interactif. Une équipe aussi de 4 ou 5 personnes étudiantes graduées qui étaient intégrées au projet. Donc ça aussi, une certaine innovation sur le plan de la coordination de ces personnes étudiantes-là. On peut passer au deuxième projet, Anne-Catherine. Oui. Le deuxième, donc, est un manuel, c'est au niveau collégial. Le premier est un projet universitaire, c'est le seul des quatre projets qui est au niveau collégial. Donc, on est toujours en éducation supérieure qui précède l'université ici au Québec. Donc, la particularité ici, c'est que on était en collaboration, une professeure en physique au département de physique, mais qui a collaboré avec trois autres professeurs qui étaient dans le département dans la discipline de radiodiagnostic. Alors, c'est quand même un peu particulier, là. Il y a cette collaboration-là de deux départements et vraiment une belle collaboration entre ces deux équipes-là. En soi, le manuel est quand même relativement classique. Oui, c'est quand même beau, la mise en page, tout ça, texte et images, mais la plateforme était tout à fait standard. On parlait de DocX et donc de Word et de PDF. Mais c'est la collaboration vraiment qui est intéressante. Puis on a aussi utilisé des animations d'un autre site, un site américain, je crois, les animations qui ont été récupérées, intégrées, qui étaient compatibles avec la licence de départ. Donc là aussi, il y a quand même aussi une petite innovation. Troisième projet, il s'agit en fait, d'une série. Là. C'est une suite de manuels. On a un prof qui est assez actif du côté des ressources éducatives libres. C'est pas le nom que vous voyez ici, Jean Dubé, qui était un des collaborateurs du projet. Le nom du professeur le plus innovateur, c'est Philippe Aparicio, qu'on voit. Il a fait 4 manuels, en fait. Et au départ, ces premiers manuels, c'était en Markdown. On est plus du côté scientifique ici, et puis sciences plus classiques. Et puis, c'était fait avec du codage. Donc, les manuels qui étaient produits étaient faits avec du Markdown au départ. Et au fur et à mesure, ils ont changé de plateforme éventuellement. Vous voyez, c'est quand même joli. Des images qui sont créées parfois de toutes pièces avec aussi de l'interactivité à l'intérieur du manuel, mais on est
n'est pas du tout dans une plateforme standard, facile à éditer. On est en codage. Donc, ça, c'est l'approche un petit peu plus des sciences. Donc, innovation, parce qu'on a développé en même temps la plateforme. Il y avait un étudiant gradué qui a été à développer aussi des façons d'intégrer des questionnaires à l'intérieur qui n'existaient pas auparavant. Donc, ça, c'est assez particulier au niveau de l'innovation. Le dernier projet maintenant se démarque surtout pédagogie par le jeu en enseignement supérieur. Par le fait qu'il y a eu une collaboration quand même intéressante, un appel à tous finalement pour alimenter le manuel. Il s'agit d'un manuel, encore une fois. La Fabrique Crelle se spécialise surtout dans les manuels et notes de cours. Donc, il y a une vingtaine de personnes qui ont répondu, tant des universités que des collèges, qui ont participé à cet ouvrage-là. Bon, en soi, quand on parle de publication de manuels, c'est un processus quand même assez courant de faire des manuels en collaboration, mais de le faire dans une philosophie du libre, c'est peut-être un peu moins courant. Intéressant parce que ça correspond tout à fait à la philosophie justement des ressources éducatives libres que d'amener la part d'un petit peu tout le monde. Et ça a fonctionné à tel point que c'est un de nos projets qui est le plus consulté d'ailleurs. On parle de milliers, là. Je pense qu'on a dépassé la dizaine de milliers de consultations sur le manuel. Donc, intéressant. L'innovation dans ce cas-ci a payé en termes de collaboration. On a sensibilisé en même temps aux ressources éducatives libres plein d'institutions et de personnes enseignantes. Voilà pour ma partie sur les Merci exemples. beaucoup, Claude, pour ces exemples très concrets d'innovation. On va passer à un exemple en France avec Paul. Oui, donc deux projets qui ont été des aventures passionnantes à accompagner. Donc on partage avec un commun. Sur ces deux projets, ce sont des implications des étudiantes et des étudiants dans la création de REL à l'initiative d'enseignants-chercheurs qui ont fait le choix, effectivement, dans leur dispositif pédagogique, de mettre les étudiants en situation d'apprentissage et d'évaluation, avec l'objectif, effectivement, de créer des REL. Donc, premier dispositif de formation, c'est en département histoire à Nantes Université. Donc, Yann Migneux et son équipe pédagogique ont construit un dispositif qui a pour intention de construire la compétence de médiation. Et donc, ils ont mis les étudiants en situation de se former à la médiation, par la médiation. Et ils ont choisi un sujet d'actualité, puisque en France, ça va être prochainement les élections municipales. Et donc, ils ont œuvré pendant le premier semestre universitaire sur cet objet politique. Et ils ont travaillé sur ils ont choisi trois objets, la carte électorale, l'isoloir et le bulletin de vote. Et donc là, je vous présente deux vues miniatures, mais effectivement, on aboutit à 3 vidéos de médiation qui ont une durée, donc vous pourrez retrouver le lien d'accès à ces vidéos via le support qui est téléchargeable. Et puis, on a effectivement une particularité dans ces dispositifs. Alors, les innovations, cette première-là, c'est vraiment un dispositif ambitieux qui est très exposé, puisque du coup, les vidéos sont diffusées, ont été présentées, exposées. Et donc, un enjeu d'implication et de responsabilité des étudiants et des équipes pédagogiques. C'est un accompagnement partagé, pluridisciplinaire. On va retrouver ça aussi dans le deuxième projet, avec la participation, un appui, un dispositif aligné pédagogiquement, en éveillant à ce que les étudiants soient accompagnés sur plusieurs dimensions. La pédagogie, la médiation, comment fixer l'objet, s'aligner, la notion technopédagogique, manier les outils et puis les logiciels. Et puis, il y a quand même une logique de production audiovisuelle, c'est-à-dire que les étudiants ont été en situation de tournage, donc écriture, répartition des rôles, tournage, tout ça accompagné par des enseignants et des intervenants, et même un artiste visuel qui a été missionné pour pouvoir accompagner dans la direction artistique sur les choix, parce qu'effectivement, il y a des choix à faire pour pouvoir aboutir à la réalisation d'une vidéo qui tient ses objectifs de médiation, mais aussi qui a une esthétique, qui a quelque chose qui est attractif. Voilà donc un projet absolument passionnant. Les 3 vidéos sont aujourd'hui disponibles sur Vianeo et diffusées en streaming et peuvent être récupérées, téléchargées, avec une dimension d'accessibilité.
Deuxième projet, aussi dans cette même logique, donc on est sur les parcours de deuxième cycle à début de troisième cycle, on est sur mieux création pédagogique. Là, ce qui est intéressant, et ça fait lien aussi avec le précédent projet, on est sur une logique d'intégration dans le programme, donc logique perspective de pérennisation. Et donc là, une création pédagogique, et donc l'enseignante-chercheuse, donc Isabelle Louriac-Garnier, et là aussi son équipe, a choisi de mettre les étudiants en situation de concevoir des modules d'apprentissage. Là, on citait tout à l'heure, Claude citait H5P, donc modules multimédia, et qui sont intégrés dans les plateformes d'apprentissage et d'enseignement, donc LMS, type Moodle. Et donc, les étudiants ont choisi la matière, la thématique disciplinaire. Par contre, ils devaient effectivement concevoir un dispositif qui aide aux apprentissages avec des enjeux d'aide à la réussite des étudiants, puisque c'était tourné sur les enjeux notamment de révision de notions fondamentales et de passage du concours d'internat pour les étudiants en pharmacie. Donc là aussi, des projets où on a des surprises incroyables sur des qualités de contenu. Tous ces contenus sont supervisés par les enseignants, bien sûr, et même parfois, ça a mobilisé l'innovation. On a dit, oh, on va demander un coup de main parce que le sujet, nous, on n'est pas experts, nous, en tant qu'enseignants accompagnateurs. On demande un petit coup de main d'un enseignant pour dire, est-ce que tu veux bien quand même vérifier qu'il n'y ait pas de coquilles? Et donc là aussi, logique de coopération. Et ça a mobilisé aussi l'accompagnement intervenant, comme tout à l'heure, d'ingénieurs pédagogiques qui sont intervenus auprès des étudiants pour l'apprentissage de l'alignement pédagogique, du maniement des outils et tout ce qui a permis de réaliser le projet. Mais on reparlera des défis tout à l'heure, vous verrez qu'on éclairera des compléments là-dessus. Merci beaucoup, Paul, sur ces exemples très concrets aussi de création de REL par des étudiants qui donnent lieu à de l'innovation pédagogique. Et maintenant, Sophie, pour la Belgique et Lucé Louvain, va nous exposer aussi un exemple concret d'innovation pédagogique. Alors pour ma part, j'ai décidé de donner ma voix à deux enseignants du lycée Louvain qui sont utilisateurs et créateurs de REL. Le premier est le professeur Guillaume Lobet. Sophie, si tu veux te mettre dans l'axe de l'écran, ce sera plus agréable de te voir. Va. Merci. Voilà, merci. Professeur Guillaume Lobet donne des cours en bac 1, notamment chez les bio-ingénieurs, biologie de l'organisme. Et donc, lui, il a décidé de réutiliser des images, notamment des coupes microscopiques de la Berkshire Community College Bioscience Image Library, qui sont des documents de grande qualité, dit-il, fournis avec une description, etc., sous licence CC0, ce qui veut dire qu'elles sont modifiables et redistribuables, ce qu'il a fait, bien entendu, puisqu'il a décidé d'annoter, de modifier, d'intégrer ce type d'image dans ses supports de cours. Il a ensuite intégré tout ça dans une trentaine de vidéos qu'il a réalisées d'ailleurs pendant le Covid et qui sont toutes disponibles donc sous licence Creative Commons sur YouTube. Et il nous relate ensuite dans l'entretien, l'interview que vous allez pouvoir retrouver sur le lien qui est disponible ici, la satisfaction des apprenants, de ses apprenants et des apprenants du monde entier. Pour ses apprenants à lui, il souligne la modularité, la flexibilité de l'apprentissage, de pouvoir apprendre à leur propre rythme. Lui-même a décidé d'utiliser toutes ces ressources pour organiser des classes inversées, puisqu'il propose également des quiz disponibles aussi. Tout ça lui permet en classe de faire des activités plus interactives et de retravailler la matière, de faire des ponts entre les points de matière, les étudiants ayant vu la matière au préalable à domicile. Donc l'innovation, dans son cas, vient de ce qu'il a utilisé progressivement toujours plus de ressources éducatives libres pour enrichir son matériel pédagogique et fournir des exemples variés, ce qui lui permet d'organiser des classes inversées. Ça, c'est pour le premier exemple. Le second exemple est celui de la professeure Serena Buchter en faculté de théologie et des sciences des religions. On est dans un contexte très différent. C'est pour ça que j'ai choisi ces deux projets, puisqu'ici, on est sur un projet accompagné et financé, dont l'objectif, je cite, est de sensibiliser et offrir des pistes pour les soins et l'accompagnement des personnes fragilisées par la migration, en particulier dans la prise en compte de leur spiritualité, vulnérabilité et des traumatismes liés à leur parcours migratoire.
Dans ce cas-ci, on avait aussi un souhait de partage et d'accessibilité. Et l'innovation, par contre, elle est venue progressivement grâce au partage. Serena nous explique donc dans l'interview que la communauté nous a aidés à améliorer les ressources vers une pédagogie toujours plus fine et plus subtile. Donc c'est vraiment intéressant de noter que pour cet exemple-ci, ils ont créé un espace d'échange pour savoir qui les utilise, quelle en est leur expérience, et au fur et à mesure des échanges, se sont co-construites des ressources de plus en plus complètes, avec une pédagogie toujours plus active et plus immersive. À titre d'exemple, ils sont partis d'exercices qui sont devenus des interviews, puis des simulations de situations cliniques. Ils ont commencé par des modules qui sont devenus des parcours en ligne et des MOOC. Donc, les parcours en ligne sont disponibles sur l'Open Moodle, qui est l'espace UC Louvain, sur lesquels on met à disposition des parcours d'auto-apprentissage complet. Donc, il y a ici une innovation pédagogique qui est venue au fur et à mesure et grâce à la communauté ouverte. Voilà pour ma part. Merci beaucoup, Sophie. Vraiment, ces exemples sont extrêmement riches déjà de pratiques qui conduisent à de l'innovation pédagogique. Alors, j'imagine qu'au cours de chacun d'entre vous, quand vous accompagnez ces porteurs de projets, vous avez certainement rencontré des situations peut-être inattendues, des obstacles, des freins qui ont peut-être été des défis à relever pour mener à bien le projet jusqu'au bout. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de vous entendre chacun nous expliquer ce qui n'a pas été facile et surtout comment vous avez réussi à surmonter ces difficultés. Et je trouve que votre témoignage, au-delà de la richesse des exemples que vous nous avez partagés, permettra aussi à chacun de nos auditeurs d'apprendre de vos expériences. Donc, parole au Québec, Claude. Oui, alors chez nous, d'abord, je voulais revenir sur un point que vient de mentionner Sophie, à savoir que chez nous, à la Fabriquerel, tous les projets sont financés et accompagnés. Donc, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est quand même une particularité. Il y a des contextes où, effectivement, on peut développer des REL sans financement et parfois sans accompagnement. Je profite aussi du fait on n'a pas le temps beaucoup aujourd'hui de parler des particularités de nos établissements, mais je partage dans le chat la présentation qui avait été faite l'année dernière, qui allait un petit peu plus dans les détails de nos organisations, s'il y en a qui veulent aller voir ça, puis il y a même l'enregistrement vidéo. Concernant le point qui nous occupe actuellement, les défis, j'ai relevé quelques points à la Fabriquerel donc des défis qu'on a rencontrés. Évidemment, on a des projets de différents ordres. Je vous parlais de manuels tout à l'heure et de notes de cours. Ce sont des projets d'envergure avec des équipes qui ne sont pas nécessairement très bien rodées. On demande aux gens effectivement leur expérience, mais en soi, est-ce que c'est un critère de sélection? Plus ou moins. C'est sûr que quand les gens ont déjà développé des ressources, que ce soit libres ou pas, ça aide. Dans nos établissements d'enseignement supérieur, parfois, il y a des enseignants qui ont plus d'initiatives que d'autres et puis qui en ont déjà fait. Alors, c'est sûr que lorsqu'ils en ont déjà fait, c'est bien. Ils ont des descriptions de projets lors de la formulation, lors du dépôt de leur projet, parce que nous, on fonctionne par jury. À ce moment-là, les documents sont plus élaborés, sont mieux élaborés. On sort justement ce matin d'une rencontre de jury avec ma collègue Nadia Villeneuve. Et il y a des différences entre les organisations. Et finalement, donc les objectifs, les publics cibles, la portée des projets, parfois c'est clair, c'est pas très clair. Et c'est dans les premières rencontres. On fait 3 rencontres d'accompagnement dans notre cas. C'est dans la première rencontre qu'on va revenir là-dessus et on va clarifier les aspects qui sont pas très, très bien définis. Malgré ça, on se rend compte qu'à mi-parcours, c'est des projets qui s'étendent sur une dizaine de mois, dans notre cas, à la Fabriquerel, Québec. On se rend compte qu'à mi-parcours, c'était pas tout à fait réaliste peut-être notre projet, en fonction du temps dont on dispose, la disponibilité. Vous savez, dans les horaires de personnes enseignantes, de professeurs en enseignement supérieur, il y a toutes sortes de circonstances qui arrivent. Parfois, on se retrouve avec des responsabilités qu'on n'avait pas prévues. Parfois, il y a des événements de la vie. On a eu un projet l'année dernière où 2 des membres de l'équipe avaient de la mortalité et ça a ralenti le processus pendant une couple de mois. Bon, toutes sortes de circonstances. Et parfois, c'est simplement qu'on ne connaissait pas les possibilités
des outils, on avait sous-estimé la longueur du processus qui était nécessaire. Alors, on réajuste souvent le tir à mi-parcours. Il y a aussi évidemment beaucoup de questions, là. Le libre, et moi je suis le premier pour en témoigner, quand je suis arrivé dans cet univers-là, je pensais connaître les licences Creative Commons. Je savais un petit peu de quoi il était question, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut savoir sur le sujet. La façon la notion de compatibilité de licence, par exemple, quels outils on peut utiliser pour arriver à faire telle activité, quelles sont les possibilités même des outils parce qu'on est toujours dans le numérique, donc on passe toujours par des outils, par des plateformes. Quelles sont les possibilités? Il faut se former à ces possibilités-là avant d'aller très, très loin. Et souvent, nos professeurs, nos équipes n'ont pas cette formation. Donc, il faut les former. On fait des ateliers, nous, à la Fabrique Réel Québec, pour essayer de sensibiliser les gens normalement. Entre autres, là, je parlais de Pressbook tout à l'heure, on a des ateliers spécifiquement là-dessus. Et le dernier, c'est le schéma que vous voyez justement, Pressbook, c'est dans le milieu parce que c'est une technologie mitoyenne, si on veut, entre des documents, des ressources qui sont faits sur des logiciels bureautiques. Le Word, évidemment, tout le monde connaît ça, c'est la base. Souvent, ce qui va être utilisé pour intégrer dans d'autres plateformes. Mais à l'autre extrémité, je vous ai montré un projet tout à l'heure qui était plus de nature scientifique, programmer des environnements, des langages Markdown, etc., ou les tech, ou des environnements plus avancés comme Quarto, qui sont encore en développement. Donc, oui, on a des projets de différents ordres, selon les disciplines. Les gens vont choisir des plateformes qui sont plus ou moins avancées, plus ou moins stabilisées aussi. Et c'est un défi quand même que de développer à la fois le contenu et parfois aussi l'outil, la plateforme. Donc, voilà un défi là, qui n'est pas à négliger lorsqu'on est dans des projets, notamment à savoir être un plus scientifique. Merci Voilà pour beaucoup moi. de mettre en exergue voilà, cette nécessité de se former et avec la mouvance rapide aussi des outils de formation. Paul, sur Alors les oui, obstacles et... sur ces deux projets, comme je disais, qui ont le commun d'avoir impliqué les étudiants, ça rend effectivement l'accompagnement pédagogique un peu plus complexe. Donc, effectivement, il faut être vigilant sur plusieurs points, notamment sur les enjeux de faisabilité, d'alignement. Donc, sur l'un, il y avait une dominante technopédagogique. Alors, même si dans l'équipe, on est deux, donc moi, je suis conseiller pédagogique, on a une personne qui s'appelle François Lorca, on fonctionne en binôme sur la partie ingénierie pédagogique. Néanmoins, sur l'enjeu du dispositif, vu le timing, il y a eu la nécessité de mobiliser les équipes pour aussi former les étudiants. Donc, première dimension, c'est d'impliquer, de faire appui sur l'enjeu d'apporter les compétences de formation au réel aux étudiants. Donc là, on a mis les mains dans le cambouis, comme on dit, c'est-à-dire on a été intervenu directement auprès des étudiants à la Fabrique Réel pour, et si bien dans ces deux dispositifs, pour les initier aux fondamentaux des ressources éducatives libres et en même temps initier et former aussi les accompagnateurs pédagogiques, les enseignants et intervenants qui vont les accompagner dans les autres dimensions de leur commande pédagogique et la réalisation de, effectivement, les modules multimédia d'apprentissage et des vidéos éducatives. Donc là, on a trouvé appui sur donc une communauté et des services. Donc l'ingénierie pédagogique de Nantes Université, on a une intervenante qui était experte en H5P, qui a eu plaisir aussi à intervenir auprès des étudiants, parce que ça a eu l'occasion de valoriser aussi cette expertise au sein de l'équipe. Et puis, effectivement, sur ces deux enseignants, aussi bien Isabelle Ourliac que Yann Mineureux, c'est des personnes qui maîtrisent l'ingénierie pédagogique, l'alignement, etc. Donc, on a pu passer tout de suite sur les enjeux spécifiques. Alors, les défis, ils ont été, outre le fait d'apporter, effectivement, d'intervenir dans, et c'est d'avoir les heures suffisantes, et ça, c'était pensé par les enseignants, donc il y avait les espaces-temps pour pouvoir intervenir, t'aider à deux reprises avec des temps de régulation, et de participer aussi à l'évaluation formative sur le lieu de création pédagogique. On a même été conviés pour participer à l'évaluation formative et faire un feedback sur la présentation des projets et qu'ils puissent corriger, ajuster leur projet jusqu'à aboutir à la REL. Et donc, ça, c'est vraiment très intéressant aussi pour nous d'être vraiment au cœur de l'action et de comprendre ce qui se passe dans les retours des étudiants qui ont travaillé par groupe.
Et puis, on a eu un défi quand même qui, donc, d'un côté, on avait des modules multimédia, de l'autre côté, c'était vraiment de la production individuelle. Donc, c'est toute la chaîne de production, du tournage jusqu'à la partie production, post-production et livraison des réels. Il y a pas mal de boulot et on a chopé sur des enjeux, oui, mais au niveau logistique, matériel, comment les étudiants, avec quoi ils vont travailler. Et c'est là, effectivement, que, contrairement au premier projet, cette fois-ci, il y a une implication financière de la Fabrique Réelle qui a choisi, pour répondre aux besoins, de dire, OK, on va acquérir du matériel, qu'on va choisir en coopération avec les intervenants, et ça va être l'occasion d'avoir un dispositif ajusté qui pourra être prêté dans d'autres situations. Et on a pu prêter ce matériel à des étudiants et à leurs enseignants. Et à la fois, donc, ça comprenait des matériels de tournage, une caméra, des systèmes d'enregistrement sonore, et puis aussi un ordinateur partagé, 4 groupes, et qu'ils ont pu emmener avec eux, avec une station comprenant un logiciel de tournage, des bases, etc. Donc les étudiants ont été accompagnés. Et donc nous, le défi, l'innovation, c'est qu'on a travaillé en coopération avec le service du pôle audiovisuel pour pouvoir mettre en œuvre le prêt. C'était la première fois. Donc innovation aussi sur une dimension qu'il a fallu créer à cette occasion. Et on est parvenu à pour cette première saison. Et puis enfin, terme innovation, c'est que ces 2 projets, ils sont destinés à être pérennisés. Ils sont entrés dans les programmes, c'est pas passé de l'expérimentation, et donc ils sont dans le programme, et une autre promo est engagée dans ces 2 dispositifs pour la saison en cours, après une première saison qui est passée, et puis donc les règles qui ont été produites. Merci beaucoup, Paul. Ces exemples, effectivement, soulignent les capacités d'adaptabilité dont il faut faire preuve quand on accompagne des projets innovants comme ça sur des créations de création de REL. Sophie, Ouais. maintenant, si tu veux nous partager aussi Voilà. les défis rencontrés et les Oui, solutions. avec plaisir. Alors, je vous expliquais des postures différentes pour les 2 enseignants dont j'ai parlé. Les postures différentes expliquent des défis très différents. Guillaume Levet mentionnait le temps comme étant le défi majeur. Pour lui, il fallait trouver le temps nécessaire et estimer, choisir le bon moment. En l'occurrence, le Covid a orienté son choix. Mais bon, pour lui, le défi majeur, c'était de trouver le temps et de prendre le temps, choisir le bon moment. Par contre, dans l'entretien, l'interview, il ne mentionne pas d'obstacle, mais un élément facilitateur de taille, puisqu'il explique lui-même avoir été dans l'open access et l'open science en tant que chercheur, et donc avant de commencer donc le boulot d'enseignant. Tout naturellement, il a donc glissé dans l'éducation ouverte. Tout naturellement, il a créé des ressources qu'il a partagées. Il explique dans l'interview qu'on est payé par des deniers publics, et donc il est tout à fait logique de partager ces ressources pour lui. Donc un élément facilitateur qui fait que des obstacles, quand on lui demande s'il en a rencontré, eh bien il répond que non. Pour Serena Buchter, la posture est très différente parce qu'elle n'est pas tombée dedans quand elle était petite, elle n'est pas dans une posture d'ouverture d'emblée. Et donc, elle mentionne comme élément important le fait d'avoir pu disposer des moyens humains et financiers nécessaires et pour se lancer et pour mener à bien le projet. Comme le soulignait Claude, ce n'est pas toujours nécessairement le cas chez nous à l'UC Louvain. Et son défi majeur a été de faire en sorte de convaincre les experts des bénéfices de l'éducation ouverte pour qu'ils se lancent dans le partage sous Creative Commons. Donc, de pouvoir convaincre qu'on ne perd pas, qu'on ne perd rien, mais qu'on gagne avec l'éducation ouverte, c'est la phrase qu'elle utilise. Un autre défi était de pouvoir être exigeant par rapport à ses sources dès le départ. C'est évident quand on tombe dedans en étant petit, entre guillemets, mais c'est pas évident si on a jusque-là plutôt été dans une logique de non-partage. Je voudrais ajouter qu'un élément important pour Serena Buchter a été d'accepter de publier de manière itérative des ressources dont il savait bien qu'elles n'étaient pas finalisées, complètes ou parfaites, mais d'accepter de publier des ressources et d'accepter finalement la collaboration de la communauté pour enrichir ces ressources. C'est ce qui s'est passé dans leur cas et qui a été un élément facilitateur évident. Voilà pour Lucie Louvain. Merci, et on touche bien là, effectivement, l'essence des ressources éducatives libres qui s'enrichissent au fil des usages.
Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant dans vos partages, là, je trouve, c'est que vous êtes à la fois en position d'acteur privilégié, puisque vous accompagnez ces créateurs et ces projets, et puis vous avez aussi une position, bien sûr, d'observateur de vos pratiques et des pratiques que vous mettez en œuvre, et ce, avec toutes les parties prenantes de ces projets. Et on a vu la diversité des profils qui peuvent s'engager dans ces créations de REL ou ces usages de REL. Donc, à la lumière de votre position privilégiée, on trouverait intéressant que vous nous partagiez les enseignements pour vos prochains accompagnements, vous-même, et puis pour ceux qui nous écoutent, quels enseignements vous pourriez partager. Alors, comme on est en éducation ouverte, on est dans un partage large et généreux. Donc, si vous aviez quelques conseils à partager avec nos auditeurs, quels seraient-ils? Bien, avec plaisir, c'est moi qui démarre. Le premier nous vient donc de la bouche de Guillaume Lobet, qui insiste bien sur le fait de se lancer si et quand on a le temps dans la rédaction de REL. Toutes les REL ne sont pas des projets d'envergure, par exemple, chez nous, mais il insiste sur le fait de choisir consciemment le bon moment pour se lancer, pour avoir du temps devant soi et avoir du temps de fournir des REL de qualité dont on est fier. Le deuxième conseil qu'on avait envie de vous partager est celui d'analyser vos besoins spécifiques pédagogiques avant de vous lancer. Ça veut dire se poser des questions sur quel est mon public cible, quel est le niveau d'enseignement visé et donc le niveau de complexité de la REL que je souhaite démarrer. Quel est le point de matière que je souhaite aborder, par exemple un point difficile pour mes étudiants, et qu'est-ce qui existe déjà sur ce point de matière à ce niveau d'enseignement parmi les ressources disponibles sur Internet. Quel est l'objectif, quels sont les objectifs d'apprentissage que je souhaite atteindre ou auxquels je souhaite contribuer grâce à ma ressource, et quel type d'activité pourrait convenir à mon public cible identifié préalablement. Se poser ces questions-là en amont fait gagner bien du temps par après. On note toutefois, on est plusieurs à le dire, hein, que c'est une étape parfois oubliée par les porteurs de projets. Donc, c'est vraiment important de se prendre le temps d'analyser pour qui on travaille, vers quoi on veut aller et de savoir ce qui peut exister préalablement pour ne pas réinventer la roue ou bâtir une cathédrale seule. Serena Buchter, dans mon deuxième exemple, expliquait que la pédagogie avait évolué au fur et à mesure des contacts et des itérations. Ça ne l'a pas empêché de devoir analyser, bien sûr, ses besoins pédagogiques avant de se lancer. Voilà pour ma part. Paul, je te passe la parole. Oui, parmi les conseils, c'est des points d'achoppement importants dans l'accompagnement, c'est effectivement c'est de pouvoir provoquer le réflexe d'aller chercher et référencer ces règles. En tout cas, le réflexe d'aller voir est-ce qu'il y a de l'existant, est-ce que je peux m'inspirer, est-ce que je peux puiser, et puis bien sûr, est-ce que c'est compatible avec les ressources éducatives libres. Et là, effectivement, c'est un paysage qui est pas facile déjà pour les accompagnateurs et les accompagnatrices à avoir à disposition, c'est-à-dire, voilà, je viens là, je te montre, tu peux te servir et tu vas trouver masse critique et certainement, c'est pas aussi simple. On a un paysage qui est pas encore tout à fait, on n'a pas de moteur de recherche encore très performant pour en avoir que des règles, mais il existe maintenant une kyrielle de bases de données, de banques documentaires. Donc, nous, on a travaillé comme ça, un peu chemin faisant, puisque ça fait pas très longtemps qu'on œuvre à l'accompagnement, essayer, voilà, on commence à agréger, à essayer d'avoir une fiche outil sur la plateforme Néo. On a un espace qui s'appelle Vous accompagner, puis on a créé une fiche outil. On commence à collecter, en fait, dans une fiche outil qui s'appelle Rechercher et citer des REL, des banques documentaires, notamment sur les enjeux d'illustration d'images. Et puis aussi sur les enjeux, aussi de dire, est-ce qu'il y a des dispositifs carrément on peut trouver, si je veux un diaporama, est-ce que je peux trouver? Donc là aussi, il existe des banques internationales ou francophones ou anglophones ou d'autres langues qui contiennent des ressources éducatives libres qu'on peut télécharger et utiliser si elles sont compatibles. Et donc c'est intéressant, ce cercle vertueux dans lequel il y a un enjeu à amener les porteurs de projets. Il est important. Et puis, il y a un deuxième enjeu, c'est effectivement le référencement, c'est-à-dire
les anciens chercheurs, ils maîtrisent quand même le référencement de leurs citations d'articles scientifiques pour étayer, avoir un argumentaire, mais le paradoxe, et on le voit de plus en plus, enfin en tout cas nous c'est ce qu'on constate, bah, c'est pas la pratique courante pédagogique, c'est le réflexe de citation, de rigueur, de traçabilité de ces sources, d'images, etc., avec la dimension en plus de vérifier la compatibilité d'utilisation selon les critères Creative Commons. Il y a des bases de données qui n'utilisent pas ces critères. Donc voilà, ça crée effectivement une vraie difficulté. Et donc, il faut accompagner, et éclairer, et puis surtout faciliter. Donc là aussi, ben, effectivement, un des enjeux d'accompagnement, c'est effectivement mettre à disposition, éclairer, où concrètement, je peux trouver des sources, des images pour répondre à mon besoin. Et puis, si je n'ai pas pu répondre, est-ce que j'ai des stratégies pour éventuellement arriver à mon objectif pédagogique? Et ça, si je maîtrise bien mes besoins pédagogiques, je peux être ingénieux ou ingénieuse. Et puis, effectivement, là aussi, la deuxième dimension, et Claude le disait, voilà, nous, vous voyez que ces deux projets sont quand même des projets assez ambitieux, et les enseignants partent avec vraiment un fort désir. On va faire des vidéos éducatives, on va faire tourner aux étudiants, mais ils ne mesurent pas toujours ce que ça déclenche en besoin de façon très concrète, notamment sur la partie production individuelle, y compris ce que ça déclenche en objectif pédagogique d'accompagnement, si on veut autonomiser les étudiants sur toute ou partie. Est-ce que c'est bien aligné sur le niveau pédagogique? Puis l'intention, enfin voilà, ça touche tout ça. Donc il faut bien calibrer. Et ça, c'est vraiment très important que le design du projet, et là on joue un rôle aussi d'accompagnateur pour dire, OK, tu veux faire ça dans nos semestres? Voilà, c'est un peu chaud, quoi. Tu vas peut-être voir ça sur peut-être une temporalité un peu plus longue, faire un coup d'essai, puis l'année suivante, tu monteras en puissance vers cet objectif-là, par exemple. Voilà, donc on a tous ces enjeux d'amener, de dire on perd pas le rêve, par contre on le design avec réalisme. Merci. Ah, je vais enchaîner, ouais. Alors, je trouve que c'est formidable de partager ces expériences-là. Je me retrouve tellement dans ce que mes collègues disent. Euh, alors, le contexte, je restitue un petit peu la Fabrique REL Québec dans le fait que nous, contrairement à nos deux autres collègues qui sont des ressources d'accompagnement plus locales dans une université, nous, à la Fabrique REL, on a une position un petit peu plus. On est un consortium et puis on vise plusieurs établissements, donc notre positionnement est un peu différent. N'empêche que le travail en équipe multidisciplinaire est absolument fondamental pour la réussite d'une ressource éducative. C'est dans l'esprit même des ressources éducatives libres que de collaborer et de faire une ressource. Oui, bien sûr, une personne enseignante peut travailler seule dans son coin à faire une ressource éducative libre. Évidemment, elle sera une ampleur peut-être un petit peu moindre. Mais ne serait-ce que d'aller valider son travail avec les collègues, c'est absolument nécessaire. Plus on intègre de gens, des personnes professionnelles, des personnes techniciennes, quand on a des composantes un petit peu plus techniques, un petit peu plus délicate de ce point de vue-là. Et aussi les personnes étudiantes, parce que les personnes étudiantes vont aussi apporter c'est notre public cible, notre premier public cible au départ, et c'est très, très important d'aller chercher leur feedback, leur rétroaction, et éventuellement de les impliquer dans le processus aussi de création, de réflexion et de développement. Non seulement c'est une belle expérience pour eux et elles, mais en même temps, on les sensibilise à la question, à la cause de l'éducation ouverte. Et puis, c'est une boucle, hein. C'est une boucle. Une fois qu'on y a goûté, c'est un petit virus aussi. Ça reste dans notre corps toute notre vie, dans notre esprit, dans notre cerveau. On y croit et on veut intégrer ça dans notre carrière professionnelle. C'est pas rien d'intégrer des personnes étudiantes. L'aspect coordination devient fondamental aussi, évidemment. Plus le projet est gros, plus c'est important. À la Fabrique REL Québec, je vous disais tout à l'heure, c'est un projet d'une certaine envergure, c'est 10 mois. Et la coordination, elle est fondamentale. On l'a vu. Évidemment, il y en a qui sont des personnes enseignantes qui ont certaines aptitudes. Je vous ai présenté tout à l'heure le projet de Nadia Aubin qui était absolument exceptionnel. Si vous aviez vu son fichier Excel de coordination, c'était, il faut dire qu'elle avait beaucoup de personnes, cinq étudiants gradués, etc. Mais c'était
C'est incroyable. Bon, ça, c'est une exception. La réalité, c'est que la majorité des personnes enseignantes et professeurs ont très peu de formation en gestion. On leur demande souvent dans leur propre établissement de, de, de faire du travail de coordination, de gestion éventuellement. Mais elles ont rarement cette formation-là. C'est pas dans nécessairement dans leur formation à la base. Alors, évidemment, ça va fluctuer. On les accompagne du mieux qu'on peut. Nous, on est un peu à distance. On n'est pas sur place dans les établissements. Donc, on fait quand même un encadrement, disons, lointain, en donnant une certaine liberté, mais tout en s'assurant que on s'en va dans la bonne direction. Mais l'idéal, c'est d'avoir peut-être une personne gestionnaire de projet. Souvent, ce sont les personnes conseillères pédagogiques ou ingénieurs pédagogiques qui sont assez souvent formés, au moins un cours dans leur formation sur la gestion de projet. Ils ont une certaine expérience là-dedans. On a eu, et j'en parle parce que il y a une présentation ce vendredi, une chargée de projet assez exceptionnelle à l'Université du Québec à Montréal, Sirleya, qui fait une présentation ce vendredi, et je fais la pub en même temps parce que c'était une gestionnaire de projet qui a comme pris en charge vraiment à l'intérieur de l'équipe la gestion de projet. J'avais rien à faire. En gros, c'était tellement bien fait que ça roulait, c'était comme sur des roulettes. Alors ça, c'est une autre situation idéale. Mais dans la plupart des cas, il faut assurer, évidemment, il faut qu'une personne prenne le pôle dans l'équipe locale et puis s'assure que les choses soient faites dans le bon moment. C'est quand même fondamental, même si nous, on est à distance pour essayer de superviser tout ça. L'idéal, c'est qu'il y a une personne qui prenne cette charge-là, créer une équipe Teams ou un outil équivalent, et puis voilà. Donc, pour qu'on arrive à bon port avec les paramètres de budget, de temps, etc., que l'on connaît. Alors, vous trouverez dans le support et dans tous les outils proposés par le site Fabriquerel au Québec, voilà, ce chart qui résume toutes les étapes d'accompagnement pour rebondir un peu sur ce que disait sur coordination. On va peut-être pas le passer en revue dans le détail, mais effectivement, tu l'as bien souligné, Claude, c'est la gestion de projet, voilà, la coordination de l'ensemble de ces étapes est assez clé dans la réussite d'un projet. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de prendre quelques minutes, il nous reste 10 minutes, pour échanger ensemble. Déjà, est-ce que vous avez des questions à poser à chacun de nos acteurs engagés pour approfondir certains points de leurs expériences et conseils? Donc, c'était très clair, vous avez été limpide et vous avez partagé vos conseils de façon aussi très, très généreuse et précise. Autre sujet, peut-être parmi vous qui nous écoutez, est-ce que vous auriez à témoigner aussi dans vos projets d'accompagnement de créateurs de REL, de pratiques pédagogiques innovantes que vous avez pu voilà, mettre à jour ou vivre au sein de vos expériences, si certains d'entre vous ont envie de rebondir sur ce qui a été partagé et puis voilà, de faire profiter l'ensemble du groupe voilà, de pratiques innovantes. Perrine, Ouais. vas-y. Bonjour à tous. Alors d'abord, je salue la session et tous ces visages amis et tous les participants. Donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Perrine de Coët-Logon et je suis présidente du board d'Open Education Global et j'ai accepté cette semaine de porter ce petit badge d'ambassadeur pour vous dire qu'on care, comme disent les anglo-saxons. Et que donc, on vient dans les sessions, on écoute, et c'est chouette d'avoir cette occasion de reconnaître, puisque c'est mon autre communauté, c'est les Open Badges et la reconnaissance ouverte. Voilà, mais ça me fait aussi, ça m'intéresse évidemment beaucoup. Et puis moi, dans mon activisme pour l'Open Education, j'ai entendu parler d'autres, effectivement, façons d'impliquer des étudiants. Ça peut être un amphi entier à qui on fait prendre le poli en donnant la tâche à 2 ou 3 de prendre chaque cours et de relire ensuite. Je veux dire, l'enseignant relit la production, la complète, et puis on ne jette pas ça à la fin comme une ressource jetable, mais au contraire, d'année en année, le poli est mis à jour et s'enrichit avec l'aide des étudiants.
ce qui fait des belles ressources pour toutes les personnes, notamment en situation de handicap. Et puis, bon, ça, c'est peut-être une fois qu'on a passé tous les freins liés au partage, qui sont la thématique de la semaine à Nantes. Mais je trouve ça particulièrement impactant parce qu'à ce moment-là, évidemment, les étudiants concernés sont vraiment reconnaissants et en même temps, ça ne les empêche pas de venir et de suivre le cas échéant. Et puis, non, mais je vois que il y a toujours cet intérêt à créer ensemble et à collaborer autour d'une ressource éducative. Et j'avais envie de vous demander si ensuite il y avait eu justement des repartages, des réutilisations déjà, ou si c'est encore un peu frais dans vos pratiques. Mais certainement, je regarde différemment les Nantais et Claude, parce qu'il a dû avoir toutes sortes de témoignages déjà, alors que ça me semble encore un peu frais par rapport à ce que je vois à Nantes. Alors, je ne sais pas à qui poser la question. Peut-être Paul et puis Claude Pour ce qui est de après. Lucie Louvain, Vas-y. peut-être pour ce qui est de Lucie Louvain, Ouais. parce que Ah oui, les ressources de Guillaume Lobet, elles ont quelques années quand même. Et lui explique dans son interview qu'il a pas mal de retours des apprenants du monde entier, comme quoi ça les aide vraiment beaucoup, des personnes qui n'ont pas accès à des ressources de qualité comme ça. Donc lui a pas mal de ressources, de retours d'apprenants, non seulement les siens en auditoire, mais aussi en dehors de ça. Donc oui, et ça fait partie du plaisir qu'il a à partager, c'est le retour qu'il reçoit des apprenants. Voilà, on voit bien que ça fait partie de ce qui est apprécié par l'enseignant. Oui, tout à fait. ouais, et même, je me suis souvent dit qu'il faudrait mettre une phrase en plus sous le CC BY, disant ceci ne vous dispense pas de me remercier si vous, si vous avez trouvé cette ressource utile. Ça contribue au plaisir ou mettre la puce à l'oreille de certains qui disent oh, les droits ont déjà été négociés, pourquoi aller prévenir qu'on les utilise alors qu'en vérité, c'est pour ça qu'on le fait, quoi. C'est pour les réutilisations et avoir des nouvelles de son œuvre. Merci. Moi, en retour, Merci. merci beaucoup. En retour, moi, ce que je peux partager sur les étudiants, il y a une fierté, hein. Je pense que vraiment, il y a une fierté à exposer, à partager la production étudiante. Les étudiants sont fiers du travail. Ils sont fiers aussi que ça serve la communauté étudiante. Pour les étudiants en pharma, c'est acté. Il y a des enseignants qui ont intégré des modules H5P dans leur propre espace de cours. Donc là, vous imaginez, enfin voilà, il y a une boucle vertueuse, effectivement, où ça a été produit par les bénéficiaires, coproduit et co-créé, co-conçu. Donc ça, il y a une réutilisation interne et du coup, les intentions sont suivies des actions, c'est-à-dire que c'était dans le cursus même. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et effectivement, aussi, pour les étudiants, d'avoir cette portée de pouvoir produire en histoire des vidéos éducatives en situation professionnelle, parce qu'en fait, ils se sont bien formés, c'est une situation professionnalisante qui vous présente vraiment un très grand intérêt pour eux, puisque ça peut même servir sur leur CV potentiellement. Ils peuvent très bien dire, et voilà, c'est affiché sur une plateforme institutionnelle, donc c'est aussi quand même, et c'est supervisé par, tous les contenus sont supervisés par les étudiants, donc on coche plein de cases sur la qualité, sur la valorisation, et ça se pérennise. Comme je disais, en plus, c'est reparti pour un tour et on a un effet, c'est-à-dire que la responsable du M1 a choisi effectivement de commencer à construire la partie en avant, les prérequis, pour faire un premier niveau pour les étudiants à M1 qui vont rentrer dans le parcours l'année prochaine M2. Donc il y a des effets aussi côté ingénierie pédagogique, où on prend conscience que ce serait mieux qu'on travaille sur les prérequis un peu en amont pour faciliter et alléger aussi les enjeux de coordination. On a eu et là, du coup, on a découvert, je reviens sur la question de la coordination. Là aussi, les compétences transversales des étudiants sont souvent oubliées. Et souvent, on leur délègue par défaut la coordination entre eux. Et donc, on l'a très bien vu par effet de contraste entre les étudiants M2 Histoire publique, assez autonomes, c'est assez fluide, près du matériel, etc., entrer en contact avec nous. Par contre, les étudiants M1, ça a été la cata. Ça a été la cata parce qu'effectivement, ils étaient tout simplement pas mûrs et autonomes sur cette partie-là, et il manquait une couche d'accompagnement sur comment on se coordonne avec les partenaires et avec les acteurs. Voyez, donc... Merci beaucoup et merci beaucoup aussi à Karine qui nous a mis dans le chat. Karine, je ne sais pas si vous voulez partager ce que vous avez écrit.
Oui, oui, je peux C'est partager, pas de intéressant. souci. En Oui. fait, BC Campus, qui est quand même un des leaders en termes de partage de ressources libres, j'ai vu sur leur site, ils ont mis un petit formulaire pour détecter les personnes qui auraient réutilisé en fait les manuels libres. Donc, comme ça, ils peuvent dégager des statistiques. Et nous, sur notre plateforme, c'est quelque chose aussi qu'on envisage pour voir l'impact en fait dans le réseau, voir si les ressources sont bien réutilisées, adaptées, etc. Et effectivement, c'est précieux parce que c'est une question qu'on a souvent aussi des créateurs de REL. On ne sait pas trop ce que ça devient, comment c'est utilisé. Donc, le fait de pouvoir mesurer voilà, la portée de sa création, je trouve que c'est un facteur très, voilà, très, très intéressant et motivant certainement pour s'engager encore plus. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une toute dernière question Thierry, allez-y. Bonjour, merci beaucoup pour ces présentations et ces retours d'expérience. Bonjour Perrine. Euh, euh, alors je me présente, je suis doctorant à l'Université du Mans et on travaille actuellement sur un outil pour exploiter des ressources qui sont stockées sur une forge logicielle qui est basée sur GitLab, qui est en fait un outil destiné à l'origine pour des développeurs d'applications, mais qui est utilisé en France dans un projet qui s'appelle la Forge des communs numériques. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et donc, le problème, c'est que cette interface, elle est un peu difficile à appréhender pour des enseignants. Donc, nous, notre travail, c'est essayer de trouver un moyen de faciliter l'accès à ces ressources en adaptant une interface aux pratiques des enseignants. Et donc, j'entends bien les problématiques là de trouver des ressources. Alors, moi, ma question, c'est puisqu'on a la chance d'avoir des enseignants du Québec, des enseignants de Louvain et puis de Nantes, c'est au niveau de l'indexation des ressources. Est-ce que vous avez commencé à réfléchir à avoir une indexation commune sur quel référentiel vous utilisez pour pouvoir proposer une indexation aux enseignants qui serait cohérente pour tous les enseignants? Pardon. Oui, j'entendais. Et donc, Alors, d'abord, Thierry, félicitations et sachez que la Forge a reçu le Grand Prix du conseil d'administration en 2025 d'Open Education Global. Donc, et je pense qu'ici, tout le monde a bien remarqué et félicité l'ensemble du projet mis en place par la Direction du numérique pour l'éducation du ministère français de l'Éducation nationale. Donc, d'abord, voilà, reconnaissance encore et gratitude pour cette belle stratégie qui se renouvelle en plus. Maintenant, évidemment, c'est juste le début encore, hein. C'est encore pas très mûr, on le voit bien. Donc, j'apprécie beaucoup votre question et je préfère laisser les praticiens répondre, bien que c'est exact. Enfin, on est vraiment au cœur des sujets de partage. Donc, c'est ce que fait la plateforme Pressbook. Mais je laisse ensuite voilà, les praticiens en parler. Claude, tu voulais intervenir sur Facebook ou d'autres outils? Oui, en fait, non, ce sont des outils. J'ai mis quelque chose dans le chat tout à l'heure qui pourrait intéresser, c'est une petite pub, là. C'était parce que Perrine avait parlé de la production des personnes étudiantes, etc. Puis c'est un exemple de wiki pour contrer l'histoire des travaux jetables. Donc, le wiki qui est un vieil outil, mais qui permet quand même aux personnes étudiantes de contribuer. Concernant Pressbook, évidemment, c'est un outil intéressant pour nous parce que ça devient quelque chose un genre de standard, évidemment, facile à partager. Donc, la question des statistiques est intégrée aussi. Donc, ça facilite ce genre d'outil-là. Pour moi, c'est un rêve, là. Je dis pour moi, en fait, depuis quelques années que je suis dans le domaine, je trouve que c'est devenu un défi. Puis je suis tellement content d'entendre Karine qui veut ajouter, Karine Salis, qui sont en train de développer une plateforme actuellement au Québec pour justement avoir ces statistiques-là de façon plus fidèle. C'est très, très important, un peu à la GitHub aussi, où on a des statistiques, on voit les gens qui sont intéressés, qui contribuent, qui collaborent. Il faut vraiment aller dans cette direction-là avec les ressources éducatives. C'est un besoin que beaucoup, beaucoup de personnes porteuses de projets ont manifesté, que de continuer après le développement de la ressource, d'avoir une plateforme pour continuer à échanger avec les autres parce que on crée une communauté avec une ressource, puis on veut que ça se perpétue, que ça continue.
Et nos plateformes actuellement ne sont pas encore assez bien constituées pour pouvoir faire ça. Donc, c'est un vrai défi dans les prochaines années. Très bien. Bah, écoutez, on aurait envie de ne pas arrêter. Malheureusement, l'heure tourne, est écoulée. Mais en tout cas, merci à tous pour votre participation, aux acteurs engagés, Claude, Paul et Sophie, qui nous ont partagé voilà, leur vécu, leurs conseils, et à vous qui avez voilà, enrichi tous nos échanges. Voilà, j'ai un petit écho tout d'un coup. Donc, merci beaucoup. À bientôt. Le mois de l'éducation ouverte continue au Canada, au Québec, à Nantes. Nous, c'est une semaine. Et dans le monde, n'est-ce pas, Perrine? Donc, on vous encourage bien sûr à consulter la programmation et à participer parce que on est réellement dans la coopération quand on réfléchit ensemble comme ça et qu'on avance sur le chemin de l'éducation ouverte. Donc, merci à tous. À bientôt.